Tout avait commencé un soir d'été, dans un camp en ébullition. Le genre de soirée où l'air devient électrique avant même le coup d'envoi. Les chants des supporters résonnaient jusque dans les ruelles étroites de Barcelone, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Ce n'était pas un match ordinaire. C'était le Clasico. L'affrontement sacré. Barça contre Real Madrid. Le choc des titans. Les tribunes étaient pleines à craquer. Des drapeaux catalans flottaient aux côtés des maillots floqués Messi, Pedri, Yamal. Mais ce soir-là, il n'y avait plus de Messi. C'était une nouvelle génération qui prenait le flambeau. Une génération affamée, insolente, prête à marquer l'histoire. 94e minute. Le score est de 2-2. Le ballon roule au ralenti sur la pelouse, comme s'il savait que quelque chose de colossal allait se produire. Pedri récupère au milieu, dribble 1, 2, 3 madrilènes comme des cônes d'entraînement. Il lève la tête. Et là, il voit Lamine Yamal, 17 ans, l'enfant prodige, l'étoile montante, seul au second poteau. Une passe millimétrée. Yamal contrôle. Crochette à l'intérieur. Il déclenche une frappe du gauche, soudaine, violente, parfaite. Le ballon fuse dans la lucarne. Silence absolu pendant une fraction de seconde. Puis l'explosion. Le camp nous devient un volcan. Les caméras tremblent. Les supporters pleurent, hurlent, s'embrassent. Certains s'effondrent au sol, incapables de croire ce qu'ils viennent de voir. Mais à des milliers de kilomètres de là, dans un bureau doré de la Trump Tower à New York, un homme se lève lentement. Son visage est figé. Sur son écran géant, le ralenti du but passe en boucle. La frappe. Le filet qui tremble. La célébration. Mais lui, Donald J. Trump, ancien président des États-Unis, ne sourit pas. Il ne dit rien. Ses yeux restent plantés sur un détail. Un drapeau. Dans le coin gauche de l'écran, il aperçoit un petit groupe de supporters. L'un d'eux brandit un drapeau palestinien, juste derrière la cage du Real Madrid. Ce simple carré de tissu, flottant sous les projecteurs, agit sur Trump comme une gifle en plein visage. Il serre les poings. Puis il murmure, presque pour lui-même, avec une froideur que même ses conseillers ne lui connaissaient pas. Dead goal, was en insulte tout America. Personne ne le prend au sérieux. Pas encore. Ce n'est qu'un match de football. Un clasico comme il y en a eu tant d'autres. Mais dans la tête de Donald Trump, c'est plus que ça. C'est une provocation. Une attaque symbolique. Une déclaration de guerre. Il décroche son téléphone. Appelle un ancien général de l'armée américaine. Puis un analyste de la NSA. Il exige des replays, des analyses vidéo, des profils psychologiques. Il veut savoir qui était ce supporter. Qui était ce gamin qui a marqué. D'où vient-il? Quelle est sa famille? Quel est son passé politique? A-t-il déjà voyagé au Moyen-Orient? Le général, au début, croit à une mauvaise blague. Il tente de calmer Trump. Mais c'est peine perdue. L'ancien président est déjà lancé, comme une locomotive sans frein. Il commence à tisser une théorie délirante, ce but n'était pas qu'un exploit sportif. C'était un signal. Un message codé envoyé au monde. Une démonstration de force venue d'Europe contre l'autorité américaine. Il se tourne vers ses conseillers les plus proches et déclare. Je veux des noms. Je veux savoir où ils vivent. Je veux qu'ils soient interrogés, surveillés, localisés. Ces joueurs sont peut-être devenus des symboles de liberté pour les foules, mais pour moi, ce sont des menaces. Et les menaces, on les neutralise. Le silence s'abat dans la pièce. Personne n'ose répondre. Même les plus fervents partisans de Trump ne savent plus s'ils doivent rire ou fuir. Mais déjà, la machine s'enclenche. Des appels sont passés. Des avions sont affrétés. Des satellites sont orientés vers la Catalogne. Pendant ce temps, à Barcelone, les joueurs savourent leur victoire. Ils rient. Ils dansent. Ils postent des photos sur Instagram. Yamal écrit sous une photo de lui célébrant son but. Pour tous ceux qui n'ont pas de voix, ce but est pour vous. Une phrase simple. Innocente, peut-être. Mais dans le cerveau de Donald Trump, elle sonne comme une déclaration révolutionnaire. Il attrape son téléphone et envoie un message sur son réseau social Truth Social. When football become propaganda, America must act. La nuit tombe sur les États-Unis. Mais pour Trump, c'est le début d'une guerre silencieuse. Une guerre contre 11 jeunes hommes dont le seul crime était d'avoir trop bien joué. Une guerre qui va secouer le monde entier. Et ce n'était que le commencement. Il était 3h47 du matin à Washington quand Donald Trump, en robe de chambre rouge vif et pantoufles en peau de vison, marcha en direction de la salle de crise privée située sous la Trump Tower. Ce n'était pas une simple réaction impulsive d'un ancien président vexé. Non. À ses yeux, ce but, ce geste technique, cette explosion de joie du Barça, c'était une humiliation stratégique. Une attaque contre l'ordre mondial. Une provocation internationale. Il ne parlait plus de football.
Il parlait d'infiltration idéologique par le sport. Autour de lui, son cercle rapproché l'écoutait sans trop comprendre. Le général Travis Harlow, vieux routier des campagnes militaires au Moyen-Orient, regardait les ralentis du but avec un froncement de sourcils, comme s'il cherchait une bombe cachée dans le ballon. « Regarde ce ralenti, Travis », dit Trump en pointant l'écran. « Monsieur, c'est juste un tir magnifique d'un gamin de 17 ans. C'est ce qu'ils veulent que tu crois. » Il fit arrêter l'image. Derrière les filets, à droite de l'écran, un petit drapeau. Rouge, vert, noir, blanc. Le drapeau palestinien. « Tu vois ça ?» demanda Trump. « Oui monsieur. Mais c'est un fan. Rien de plus. Ce n'est pas un fan. C'est un signal. Le Barça est devenu une arme. Une machine de propagande internationale. Il faut agir. Et vite. » Quelques minutes plus tard, Trump fait envoyer une convocation d'urgence à plusieurs membres de la CIA, du FBI, de la NSA et même du Pentagone. Il déclare l'état d'alerte stratégique culturelle. Un terme nouveau. Inédit. Totalement inventé. Mais dans sa bouche, il sonnait comme une sentence. Je veux une opération complète. Surveillance de masse. Traduction des interviews de tous les joueurs du Barça. Analyse comportementale. Je veux savoir qui ils sont. Pourquoi ils marquent. Et surtout, pour qui elles jouent. On le regarde. On se regarde. Personne n'ose le contredire. Parce que lorsqu'un homme comme Donald Trump est en mission personnelle, il ne recule devant rien. À ce moment-là, dans un bureau sombre de la CIA, un analyste lit le tweet de Lamine Yamal. Pour tous ceux qui n'ont pas de voix, ce but est pour vous. Il alerte immédiatement la direction. On a un problème? C'est un message universel. Ce gamin est en train de devenir une icône mondiale. En quelques heures, le tweet est partagé par des millions de personnes. Des enfants au Yémen, des réfugiés à Gaza, des étudiants au Chili, tous citent Yamal. Il devient, malgré lui, un symbole de résistance. Un visage. Un drapeau. Un danger, selon Trump. Il convoque une réunion secrète, qu'il appelle l'appel de la honte. À huis clos. Interdiction d'enregistrer. Ce soir-là, ces mots résonnent comme des éclats de bombe. L'Europe nous rit au nez. Le monde entier regarde ce but comme une poésie. Mais moi je le vois comme une déclaration de guerre à l'Amérique. Ce match est devenu un outil. Un outil pour les mouvements anti-occidentaux. Ce but est une balle invisible, tirée en plein cœur de notre suprématie. Et moi, Donald John Trump, je vais y répondre. Silence. Puis il se tourne vers son chef de la sécurité intérieure. Prépare une liste. Je veux les noms. Je veux les visas. Je veux leur ADN s'il le faut. Ces joueurs ne sont pas au-dessus de la loi. À partir de maintenant, ils sont des cibles prioritaires. Dans les heures qui suivent, une opération secrète est enclenchée. Son nom de code, Opération Goldstorm. Objectif, capturer et rapatrier sur le sol américain les principaux joueurs du FC Barcelone. Une mission qui dépasse les limites du droit international. Une mission digne d'un film d'espionnage. Sauf que cette fois, ce n'est pas du cinéma. C'est la réalité. Des satellites américains se focalisent sur la ville de Barcelone. Des agents infiltrés localisent les déplacements des joueurs. Pedri vient de réserver une table dans un restaurant japonais de l'Exemple. Fermin sort d'un bar à cocktail. Ter Stegen fait un footing matinal dans le parc de la Ciutadella. Chaque mouvement est noté, enregistré, analysé. Et pendant ce temps, Trump continue sa croisade médiatique. Il poste une vidéo sur Truth Social. Caméra, mes chers patriotes, pendant que certains se contentent de regarder le football, moi je regarde ce qu'ils cachent. Lamine Yamal, Pedri, Gundogan. Ce ne sont pas seulement des joueurs. Ce sont des messagers d'une idéologie dangereuse. L'Amérique doit protéger son honneur. Et moi, je suis prêt à faire ce qu'il faut. Même si le monde entier me condamne. Parce que je suis Trump. Et je défends l'Amérique. La vidéo fait 37 millions de vues en 2 heures. Les médias du monde entier s'affolent. CNN, Fox News, Al Jazeera, France 24, tous titrent. Trump prépare une opération secrète contre les joueurs du Barça. Guerre diplomatique entre les USA et l'Espagne? Le foot est-il devenu un champ de bataille politique? En Catalogne, c'est la stupeur. Les joueurs sont appelés au calme. Mais le doute s'installe. Et alors qu'on croit avoir tout vu, Trump publie un dernier tweet, qui devient légendaire. When football become terrorisme, America takes a ball. Ballon de football. Le soleil ne s'était pas encore levé sur Barcelone. Dans les rues encore endormies, la ville vibrait d'un calme étrange. Mais dans les hauteurs, dans le ciel catalan, des formes noires se dessinaient à peine. 3 hélicoptères américains furtifs, silencieux, invisibles à l'œil nu. À l'intérieur, des commandos d'élite. Des hommes entraînés pour capturer, neutraliser, extraire.
Mais cette fois, leur mission n'était pas d'éliminer un terroriste, ni de libérer un otage. Non. Leur objectif était de capturer des footballeurs, des stars, des idoles, des artistes du ballon. Leur mission avait un nom, Opération Goalstorm, phase 2, exécution. 3h12, premier objectif, Pedri. Il dînait tranquillement dans un restaurant japonais de l'Exemple, avec des amis et sa copine. La soirée avait été simple, paisible. Sushi, rire, discussion sur le match de la veille. Pedri n'avait aucune idée de ce qui se tramait à l'extérieur. Mais autour du bâtiment, 6 agents américains en tenue civile encerclaient déjà le quartier. À l'intérieur, 2 hommes s'approchaient lentement de sa table. « Sonore Pedri ? Si ? Nous devons vous accompagner. Vous êtes suspect dans une affaire d'ingérence internationale liée à une propagande idéologique via le sport. » Pedri éclate de rire. Il pense à une caméra cachée. Mais 2 secondes plus tard, il est plaqué contre la table, menotté, emporté hors du restaurant sous les cris des clients. Sa copine hurle. Les agents en civil le traînent dans une camionnette banalisée. Direction, l'aéroport militaire improvisé de Reus, au sud de Barcelone. 4h03, deuxième objectif, Ferma. Il sortait d'un bar à cocktail avec quelques amis d'enfance. Il marchait, un gobelet à la main, riant fort, insouciant. Mais à 50 mètres de lui, un véhicule noir l'attendait. 2 hommes se levèrent, marchèrent droit vers lui. En moins de 8 secondes, Ferma fut isolé, paralysé par un gaz neurorelaxant diffusé dans sa veste par un système miniature intégré. Il s'effondra. On le chargea dans un van. Pas un bruit. Pas une sirène. Pas un témoin. Ferma avait disparu. Rayé de la carte. 4h47, troisième cible, Ter Stegen. L'Allemand faisait son jogging du matin dans le parc de la Ciutadella. Casque audio. Veste noire. Concentré. Mais il ne savait pas que 3 tireurs d'élite étaient déjà positionnés autour du parc, prêts à neutraliser la moindre résistance. Un drone miniature le suivait depuis 10 minutes. À un moment, il reçut un appel. Il décrocha. Une voix froide dans son oreille. « Marc-André. Ne cours plus. Ne parle plus. Tu es encerclé. Allonge-toi doucement au sol. » Il s'arrêta. Un frisson glacial parcourut son dos. Il regarda autour de lui. Des passants. Des arbres. Rien d'anormal. Mais il obéit. Il s'allongea lentement. 30 secondes plus tard, 2 hommes en combinaison noire apparurent, le neutralisèrent, et le firent disparaître dans un 4x4 noir sans plaque. 5h13, chaos à Barcelone. Le club commence à paniquer. Les dirigeants du Barça reçoivent des appels incohérents, des messages brouillés. Des parents de joueurs appellent en pleurant, « Ils ont enlevé mon fils ». Des employés du centre d'entraînement racontent avoir vu des véhicules militaires non identifiés. Mais ce n'est pas tout. À l'aéroport d'El Prat, des témoins disent avoir vu des avions militaires américains atterrir, sans autorisation officielle, escortés par des agents armés. Certains passagers, selon eux, n'auraient même pas passé la douane. Les réseaux sociaux explosent. Hashtag FreePedri. Hashtag Trump enlever le Barça. Hashtag Football Under Attack. Hashtag Off Barça. En moins d'1 heure, les hashtags deviennent mondiaux. Et dans ce tumulte, un tweet tombe. Froid. Précis. Assumé. @Rel Donald Trump. I said he would protect America. Football has become a weapon. I just disarmed it. Ballon de football. Dans les rues de Barcelone, la colère monte. Les supporters descendent par milliers sur la Plaça Catalunya. Ils bloquent les avenues, chantent l'hymne du Barça à plein poumon. Les gens montent sur les voitures. Des pancartes. Un but n'est pas un crime. Touche pas à mon 10. Trump, renvoie-nous nos héros. La police espagnole est dépassée. Les médias ne savent plus quoi dire. Même les présentateurs de télévision pleurent en direct. Une journaliste dit « Je n'ai jamais vu ça. C'est une attaque contre notre identité. Ce n'est pas seulement contre le Barça, c'est contre la Catalogne. Contre l'Europe. Contre le sport. » Et pendant ce temps, à 12 000 km, Donald Trump est debout dans le bureau ovale. Il regarde les images des arrestations. Il sourit. Il reçoit un appel du président du gouvernement espagnol. Il ne répond pas. Il reçoit un message de l'Union européenne. Il rit. Puis il publie une vidéo sur son réseau social, debout devant un ballon de foot posé sur son bureau. Caméra Barcelone croyait pouvoir nous ridiculiser. L'Europe croyait pouvoir nous manipuler à travers le sport. Mais moi, j'ai vu clair dans leur jeu. Et je l'ai cassé. Les joueurs du Barça sont désormais sous contrôle américain. Ils seront interrogés, jugés, et s'ils sont innocents, ils rentreront. Mais s'ils ont osé utiliser le football comme une arme contre notre nation, alors ils verront de quel bois l'Amérique se chauffe. Et le monde entier tremble. La FIFA se réunit en urgence.
Le président de l'UEFA menace de sanctions diplomatiques. Le club de Barcelone fait appel à l'ONU. Mais Trump est inébranlable. Il clôt sa journée par un dernier message. Ils ont marqué un but. J'ai marqué l'histoire. 7h12 Paris. Des centaines de supporters du Barça se rassemblent devant le consulat des États-Unis. Ils brandissent des pancartes, des maillots, des portraits de Pedri et de Yamal. Certains pleurent. D'autres crient « Trump, rends-nous nos joueurs ». Un but, pas une guerre. Laissez le football tranquille. Des policiers français forment un cordon. La tension monte. Les vidéos circulent à la vitesse de l'éclair sur TikTok, Instagram, YouTube. En quelques heures, le hashtag #FreeBarça devient le mot le plus recherché au monde. 8h26 Buenos Aires. Dans les rues de la capitale argentine, les supporters de Messi ont même s'il n'est plus au Barça ou descendent aussi. Ils disent « Le Barça, c'est plus qu'un club. C'est une idée qu'on ne peut pas arrêter avec des menottes. » 9h une Ouakra, Lagos, Dakar, Abidjan. Des jeunes organisent des manifestations pacifiques. Ils portent les couleurs du Barça sur leurs t-shirts, sur leurs casquettes, même sur les motos. À Dakar, un homme hurle à la télé. Lamine Yamal est notre petit frère. Il est peut-être né en Espagne, mais son sang est africain. Et vous ne touchez pas à nos enfants. Les réseaux sociaux s'embrasent. Des mèmes apparaissent partout, Trump en arbitre qui donne un carton rouge à Pedri, Trump essayant de jongler avec un ballon et chutant lamentablement. 10h32 Madrid. Même chez les supporters du Real Madrid, certains s'insurgent. Un ancien joueur du Real, invité sur une chaîne de télé espagnole, déclare en direct. On peut être rivaux sur le terrain, mais ce que Trump a fait, c'est une insulte au football, à notre culture, à notre liberté. 11h47 où le président français Emmanuel Macron s'exprime. Ce qui s'est passé est d'une extrême gravité. On ne kidnappe pas des sportifs sur un autre continent. Ce n'est pas une série Netflix. C'est la réalité. Et la France ne restera pas silencieuse. Trump répond immédiatement dans un tweet incendiaire. Macron est jaloux. Il ne sait pas tirer un penalty, ni diriger un pays. 13h où le monde arabe entre dans la bataille. Une vidéo de Lamine Yamal, adolescent, jouant avec un ballon dans un quartier populaire de Barcelone, est reprise avec la mention. Un fils d'immigrés marocains, enlevé pour un but. Des chaînes comme Al Jazeera et Al Arabiya diffusent en boucle les images des arrestations. Les rues de Casablanca, d'Amman, du Caire, de Gaza, de Doha s'embrasent. Des manifestations massives secouent les capitales. 15h14 à la Maison Blanche bis, dans son QG doré, Trump jubile. Il regarde les vidéos. Il sourit. Un de ses conseillers l'avertit. « Monsieur, l'OTAN est en train de se diviser sur votre décision. Même vos alliés vous lâchent. » Trump ne bronche pas. Il regarde fixement un globe terrestre en or massif posé sur son bureau, le tourne lentement et pointe du doigt l'Europe. Ils veulent la guerre culturelle ? Je vais leur donner un tsunami. Je veux que ces joueurs soient montrés au monde. Pas comme des héros, comme des traîtres. 16h27 où les médias américains réagissent. CNN. La folie Trump continue, des stars du football emprisonnées pour un but. Fox News. Trump défend l'honneur américain contre la décadence européenne. MSNBC. Une honte pour la démocratie. Un crime contre le sport. 17h, première image fuitée. Une photo floue de Pedri dans une cellule glaciale, menotté au poignet, regard perdu. En fond, une bannière. US Department of Global Security. Le choc. Le monde entier pleure. L'image est partagée 22 millions de fois en une heure. Les enfants dans les écoles chantent l'hymne du Barça. Les graffitis apparaissent, #FreePedri, #BallNotoire, #TrumpTheRefereeOfHate. 18h45 où les joueurs du Real Madrid sortent du silence. Vinicius Junior poste sur Instagram. J'ai marqué 42 buts contre le Barça. Et je suis libre. Ce que Trump a fait est une honte. Le football est la dernière chose qu'il nous restait d'humain. Qu'il nous laisse ça. 19h03 où la FIFA entre en guerre. Un communiqué explose. Si les joueurs du FC Barcelone ne sont pas libérés dans les 72 heures, la FIFA suspend les États-Unis de toute compétition internationale, y compris la Coupe du Monde. Réponse immédiate de Trump. Qu'ils gardent leur coupe. Nous avons notre dignité. 20h20 où les rues du monde sont en feu. À Barcelone, 1 million de personnes marchent vers le Camp Nou. C'est une marée humaine. Les gens chantent. Plusieurs notes musicales El Barça no se toca, El Barça est del pueblo. Des drapeaux. Des pancartes. Des cris. Des pleurs. Des prières. Un enfant de 9 ans tient une pancarte. J'ai toujours voulu être comme Yamal. Aujourd'hui, j'ai peur de marquer. 20h56, Trump fait un dernier live depuis son bunker privé.
Il fixe la caméra. Caméra, vous pouvez crier. Vous pouvez pleurer. Mais vous savez au fond de vous que j'ai raison. Le football a été détourné. Ce but n'était pas innocent. Ces joueurs n'étaient pas neutres. Et moi, je suis le seul à avoir eu le courage de faire ce que personne n'a osé. L'Amérique ne pliera pas. Et pendant que le monde brûle, pendant que les enfants rêvent d'un ballon libre, pendant que les étoiles du Barça dorment dans des cellules glacées, un journaliste américain murmure sur un plateau. Nous sommes en train de perdre quelque chose de plus grand qu'un match. Nous sommes en train de perdre le droit de rêver. Base militaire US situation, classée top secret. Quelque part au cœur du désert texan, dans une base enterrée, invisible sur Google Maps, les plus grandes stars du FC Barcelone se retrouvent enfermées comme des prisonniers de guerre. Les couloirs sont froids, métalliques. Les lumières vacillent. Aucun cri ne sort. Tout est étouffé. Pedri, Lamine Yamal, Gundogan, Ter Stegen, Fermin, Christensen, Baldé, tous menottés, séparés dans des cellules étroites. Chaque cellule porte un nom de code, but 1, but 2, danger zone, zone DE propagande. Et les interrogatoires commencent. Premier interrogatoire, Gundogan. Un ancien agent de la CIA, extorsionnaire de Guantanamo, s'assoit en face de lui. Nom complet? Ike Gundogan. Nationalité? Allemande. Lien avec le Moyen-Orient? Je suis d'origine turque, mais je suis né en Allemagne. Avez-vous déjà fréquenté un groupe religieux, une mosquée radicale? Quoi? Non. Je suis capitaine de la Mannschaft, pas d'Al-Qaïda. L'interrogateur fixe son écran. Et pourquoi avez-vous donné cette passe décisive à Yamal? Était-ce planifié? Gundogan explose de rire. Vous me demandez si c'était un complot? On joue au football, monsieur. Vous savez ce que c'est, un match? Un ballon, 2 cages, 11 gars. L'homme claque la table. Justement. 11 gars. Comme les cellules d'Al-Qaïda du 11 septembre. Vous croyez qu'on n'a pas remarqué? Deuxième interrogatoire, Lamine Yamal. 17 ans. Mineur. Mais traité comme un ennemi d'État. La pièce est noire. Une lumière blanche lui brûle les yeux. Une voix s'élève derrière un miroir sans teint. Tu t'appelles Lamine Yamal Nasraoui Ebana, n'est-ce pas? Oui. Né en Espagne. Père marocain. Mère équato-guinéenne. Tu es déjà un pont entre 3 continents. Qui t'a appris à tirer aussi bien? Mon coach? Faux. Qui est derrière toi? Personne. Je joue. Je vis. Je rêve. As-tu des liens avec des organisations politiques? J'ai 17 ans. Je collectionne les cartes Pokémon, pas les idéologies. Mais l'interrogatoire continue. On lui montre son propre tweet. Pour tous ceux qui n'ont pas de voix, ce but est pour vous. À qui t'adresses-tu? Aux révolutionnaires? Aux séparatistes? À tous ceux qui n'ont rien. C'est une phrase. Un cri du cœur. C'est du football, pas une guerre. La voix répond. Eh bien, aujourd'hui, c'est devenu une guerre. Et ton ballon est une balle. Une balle idéologique. Troisième interrogatoire, Pedri. Il est assis, dos droit, main liée. Devant lui, un expert en décryptage comportemental. Tu semblais nerveux au moment de la passe. Pourquoi? Parce qu'il restait 30 secondes et qu'on voulait gagner. Tu regardes beaucoup la Palestine sur les réseaux sociaux? C'est dans l'actualité, comme tout le monde. As-tu pensé à l'impact géopolitique de ton match avant d'y jouer? Non. J'ai pensé à marquer. L'homme lui montre une photo satellite du camp nou avec les drapeaux dans les tribunes. Puis une carte de diffusion des chaînes arabes. Il déclare. Tu as déclenché un soulèvement mondial. Dis-nous pour qui tu joues réellement. Pour le football. C'est tout. Les techniques de manipulation commencent. Certains joueurs sont privés de sommeil. D'autres entendent des sons 24h24, bruit de ballon frappant le poteau, cris de supporters, hymne du Barça, remixé avec des sirènes. Yamal reçoit uniquement du pain dur et une bouteille d'eau tiède. Gundogan est enfermé dans une salle remplie de journaux titrants. Terroriste du terrain? Et au centre de commandement, Trump regarde chaque séquence. Chaque mot. Chaque geste. Il commente en direct. Regardez-les. Ces soi-disant héros. Maintenant ils tremblent. C'est ça le vrai pouvoir. Le football n'est plus une fête. C'est un champ de bataille. Et j'ai l'avantage. Pendant ce temps, à l'ONU. L'ambassadrice espagnole crie au scandale. Le président de la FIFA gifle la table. Ce sont des enfants, des sportifs. Vous les traitez comme des criminels. Mais Trump refuse de céder. Il veut des aveux. Il veut une confession publique que le but de Yamal était un message politique déguisé. Et il menace. S'il ne parle pas, j'interrogerai aussi les entraîneurs. Puis les familles. Puis les fans. Vous verrez. Personne n'est à l'abri. Et là, un joueur craque. Fermin, jeune, fatigué, seul, à vous.
Oui, j'ai applaudi quand Yamal a marqué. Oui, j'ai pensé à ceux qui souffrent dans le monde. Pas à cause d'un plan. À cause de mon cœur. L'agent sourit. Il court voir Trump. On l'a. Il a avoué. Trump se lève. Il applaudit. Il se tourne vers les caméras. Et il déclare. Caméra aujourd'hui, l'Amérique a prouvé que derrière chaque but, il peut y avoir une bombe. Et nous, on a désamorcé la leur. Mais à l'extérieur, le monde ne croit plus en ces mots. Les fans pleurent. Les réseaux s'effondrent de messages. Ils ne jouent plus au foot. Ils jouent avec nos cœurs. Un artiste de rue peint sur un mur de Barcelone. Une cage vide. Un ballon. Et des chaînes. Et une petite fille, dans une école de Séville, écrit sur son cahier. Je veux jouer au football. Pas aller en prison. 2h36 siège du FC Barcelone, fermé au public. Dans une salle secrète du stade Spotify quand nous, un groupe d'hommes et de femmes, silhouettes dans l'ombre, se réunit autour d'une longue table. Ce ne sont pas des dirigeants classiques. Ce sont les gardiens de l'âme du club, ceux que personne ne voit, mais que tout le monde craint. Parmi eux, un ancien espion catalan reconverti en directeur de la sécurité. Une avocate internationale, ex-conseillère de la Cour de justice de l'Union européenne. Ou le petit frère de Xavi, silencieux mais redouté. Et surtout, l'arrière-petit-fils de Joan Gampé, fondateur du club. Il ne parle pas. Il écoute. Et quand il hoche la tête, l'action commence. Objectif, riposte. Opération Code Blaugrana. 3 heures d'Yves première phase, la guerre des données. Les hackers du Barça, les fameux Sony Cyber Ninja, entrent en action. Ils piratent les serveurs internes de la NSA. Ils localisent l'endroit exact où sont détenus les joueurs. Coordonnées GPS trouvées, 29.6671° N, 98.0986° W, base militaire au Texas. Mais plus que ça, ils tombent sur les enregistrements vidéo des interrogatoires. Et là, le monde découvre la vérité. 7h22, une vidéo fuitée fait exploser la planète. On y voit Lamine Yamal, yeux gonflés, enchaîné à une table, déclarant d'une voix tremblante. Je suis juste un joueur. Je ne veux pas être un symbole. Je veux rentrer chez moi. Pourquoi vous faites ça? On voit Ter Stegen, fatigué, murmurant. Je pensais que c'était un rêve américain. Je me suis trompé. En 6 heures, la vidéo atteint 1,2 milliard de vues. Les rues du monde entier se remplissent. Des drapeaux du Barça flottent à Rio, à Nairobi, à Séoul, à Karachi, à Montréal. Des slogans tagués sur les murs de Berlin, un but n'est pas une guerre. 9h14 au deuxième phase, la diplomatie en feu. L'Espagne active l'article 24 de la Charte des Nations Unies. Elle accuse officiellement les États-Unis des enlèvements illégaux et usage de torture psychologique sur des civils non armés dans un cadre sportif. Le Brésil, l'Argentine, le Maroc, l'Allemagne et même le Japon se joignent à la plainte. Trump, de son côté, se moque ouvertement. Ils n'ont qu'à mieux défendre. J'ai mieux marqué que leur équipe entière. Mais cette fois, la réponse ne vient pas que des gouvernements. 12 heures, l'armée du foot entre en JEU. Un collectif de joueurs légendaires, anciens et actuels, publie une lettre ouverte intitulée « Nous sommes tous Barça ». Signataires Léo Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé, Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho, Andrés Iniesta, Eto'o, Drogba, Modric, Benzema, et même Sergio Ramos, pourtant icône du Real. Ils écrivent « On nous a toujours dit que le football était un langage universel. Mais aujourd'hui, il est menotté. Il est bâillonné. Si on laisse Trump faire, demain, chaque but sera une preuve. Chaque passe, un suspect. Et chaque enfant avec un ballon, un criminel. Libérez les joueurs. Libérez le football. » 14h29, troisième phase, le sabotage invisible. Les hackers catalans déclenchent une tempête numérique. Où les radars de la base militaire deviennent fous. Où les caméras de surveillance diffusent des vidéos de Messi dribblant tout seul dans la base. Où le système électrique saute. Et surtout, le verrou principal des cellules s'ouvre à distance. Les joueurs s'évadent. 15h, la fuite du siècle. Pedri porte Yamal sur son dos. Guindoan court avec Fermin accroché à sa veste. Ter Stegen hurle. Par ici. Suivez-moi. Les sirènes hurlent. Des hélicoptères décollent. Mais trop tard. Un camion civil conduit par un fan américain du Barça les exfiltre, travesti en livreur d'Amazon. Il crie. Vous m'avez appris à rêver avec vos passes. Aujourd'hui, c'est moi qui vous rends la passe décisive. 17h12, entrée en scène du plan international. Les joueurs sont exfiltrés à la frontière mexicaine, puis transportés via jet privé affrété par le gouvernement argentin. Sur le tarmac, une foule les attend. Mais Pedri prend le micro.
Ce n'est pas fini. Ce qu'on a vécu, aucun joueur ne doit le revivre. Ce n'était pas une erreur. C'était un message, le football est libre. Et on le reprendra. 19h57, Trump publie un dernier tweet. Ils sont sortis? Très bien. Mais qu'ils sachent que le match retour m'appartient. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que le camp nous prépare une riposte que l'histoire n'a jamais vue. Parce qu'on peut enlever un joueur. On peut bâillonner une star. Mais on ne peut pas arrêter un peuple qui rêve avec un ballon.